BRICS s'inscrivent dans une logique de non-ingérence et s'inscrivent en fait dans la logique qui est celle de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Les BRICS sont devenus aujourd'hui le premier pôle économique mondial dans la dimension élargie des BRICS, c'est-à-dire des BRICS+. Aujourd'hui, les BRICS, en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat, représentent environ 37-38% de l'économie mondiale. Non, moi je suis très pessimiste pour l'Europe. On est passé du mur de Berlin au mur de l'Ukraine, c'est-à-dire une nouvelle fracture. Alors si on doit reprendre en fait l'appellation BRICS, il faudrait revenir plus spécifiquement à l'acronyme BRIC, B-R-I-C, donc qui était un acronyme qui était censé rassembler au début des années 2000 au sein des instances de réflexion économique de la banque Goldman Sachs, une banque américaine, en fait les 4 grandes économies émergentes du moment, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. De fait, les choses ont pris une tournure différente avec le temps au courant de la décennie 2000, puisqu'à partir de 2009, lors notamment du fameux sommet de Yekaterinbourg, on a eu la création d'un forum économique rassemblant ces 4 pays, auquel s'est ajouté l'année suivante, en 2010, en fait l'Afrique du Sud. Et c'est de là qu'est née véritablement donc l'organisation dite des BRICS, le forum économique des BRICS, avec chaque année l'organisation d'un sommet et au fur et à mesure une espèce d'institutionnalisation de rendez-vous portant sur des thématiques aussi diverses, évidemment, que l'économie, qui est l'objectif premier des BRICS, mais aussi des questions liées aux politiques étrangères, au développement et aussi à la façon de regarder en fait les crises internationales. Alors, à l'origine, évidemment, c'était au sein de Goldman Sachs, la banque américaine, en fait des analystes, et en particulier un, qui a mis en évidence le fait que les marchés émergents étaient susceptibles d'offrir des relais de croissance importants pour les investisseurs internationaux, qui recherchaient justement des relais de croissance à 2 chiffres, et on a identifié les BRICS comme étant en fait une destination secondaire pour des investissements, mais qui pouvaient rapporter gros. Le fait est que, dans le cadre des années 2000, on a assisté quand même à une période très particulière, une période qui a été marquée par ce qu'on a appelé, dans les relations internationales, l'ère unipolaire, en fait, le moment unipolaire américain, où, dans le cadre de ce qui a été, ou plutôt le contexte de ce qui a été l'invasion de l'Irak en 2003, l'attaque contre l'Afghanistan une année auparavant, on s'est retrouvé en fait dans une configuration où la toute-puissance américaine, du point de vue stratégique, du point de vue militaire, s'est imposée à la face du monde, et on a eu en fait différents mouvements entre guillemets de contestation. On a eu par exemple pour l'Europe l'axe Paris-Berlin-Moscou, avec une opposition à la guerre notamment en Irak, mais on a eu en même temps au sein des pays dits émergents, un début de réflexion économique qui visait justement à s'organiser afin de prendre ses distances par rapport à la toute-puissance américaine, notamment la toute-puissance du dollar, parce que dès ce moment-là, on a eu un certain nombre de mesures économiques dites d'extraterritorialité du droit américain, notamment qui ont visé des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, d'autres encore, et qui ont fait que certains pays, parmi les pays émergents, eh bien, se sont dit qu'il fallait essayer de réorganiser un petit peu la marche économique du monde. Et c'est vraiment là l'origine de la création des BRICS, qui se sont appelés BRICS à l'origine. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment très, très pertinent dans la réflexion qui a été faite, c'est que les BRICS sont devenus la réalité au départ de ce qui était simplement une analyse réflexive qui a été pensée dans une banque américaine. Et ça, c'est quand même assez ironique.
Alors, pourquoi la croissance, on pourrait dire, assez fulgurante en termes économiques, mais en termes d'image, en fait, du point des BRICS, c'est tout simplement que les BRICS, étant donné qu'ils ont représenté la marche des économies des pays dits émergents, ont profité tout simplement des taux de croissance faramineux de ces différents pays. Rappelez-vous, début des années 2000, si on reprend la nomenclature du classement des économies mondiales, une économie comme la Chine, au début des années 2000, elle est classée comme 7e ou 8e puissance économique mondiale en dollars, en PIB nominal, c'est-à-dire vraiment en dollars. En parité de pouvoir d'achat, c'était différent, elle était dans un autre classement, plutôt 3e ou 4e, mais en termes de PIB nominal, la Chine, en 2000, elle est vraiment plutôt dans le peloton des 10 premières économies mondiales. Aujourd'hui, la Chine, en parité de pouvoir d'achat, c'est la première économie du monde. En termes de PIB nominal, dollar, elle est encore la deuxième économie derrière les États-Unis, mais c'est vraiment un problème d'appellation ou d'utilisation de devises, parce que la réalité, c'est que l'économie première du monde, c'est l'économie chinoise aujourd'hui. Tout cela pour dire qu'en l'espace de 20 ans, on a eu en fait une croissance absolument puissante et qui a fait que les BRICS sont devenus aujourd'hui le premier pôle économique mondial dans la dimension élargie des BRICS, c'est-à-dire des BRICS+. Qu'est-ce qui a contribué à cela ou qu'est-ce qui a contribué à mettre en évidence l'image des BRICS plus qu'elle ne l'était auparavant? D'une, je l'ai dit, c'est la réalité économique de ce que représentent les BRICS, mais c'est aussi l'évolution politique, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin, notamment dans les nations du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, de rechercher une forme d'opposition à la toute-puissance hégémonique américaine et plus globalement occidentale. Et c'est dans ce contexte, dans ce cadre, que les BRICS se sont petit à petit imposés comme acteur incontournable des relations internationales. Ensuite, il faut prendre aussi la crise ukrainienne, c'est-à-dire l'éclatement de la guerre en Ukraine en 2022, qui a mis en évidence la centralité des BRICS et la centralité géopolitique, ou l'importance géopolitique plutôt que la centralité du Sud global dans les relations internationales. Ce sont tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle autant des BRICS. Mais si on revient à une réalité purement économique, je peux vous donner quand même quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, les BRICS, en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat, représentent environ 37-38% de l'économie mondiale. Devant donc le G7, qui est le concurrent que l'on met en évidence par rapport aux BRICS, qui représente environ 27% de l'économie mondiale. À côté de cela, ce qu'il faut regarder, c'est qu'avec l'élargissement des BRICS qui ont intégré depuis des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, donc des producteurs très importants en hydrocarbures, pétrole et gaz, on peut rajouter évidemment les autres pays qui ont rejoint les BRICS, qui ont une importance géopolitique, par exemple comme l'Égypte ou l'Éthiopie, mais qui n'ont pas la même importance économique que les pays que je viens de citer. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, les BRICS, c'est devenu aussi le premier pôle énergétique mondial. Je pense au pétrole, en gros la moitié de la production pétrolière et gazière est concentrée dans les BRICS avec des réserves extrêmement importantes, mais pas que. La production de combustible nucléaire, si on prend la Chine et la Russie, elle est à plus de 50% concentrée dans les BRICS. Et si l'on prend ce qu'on appelle les minerais ou plutôt matériaux stratégiques ou terres rares, on a plus de 80% de la chaîne de valeur qui est concentrée en Chine ou contrôlée par la Chine, et ça nous renvoie à un élément important, ce sont les technologies les plus avancées d'aujourd'hui qui ont besoin en fait de ces terres rares, et donc l'économie d'aujourd'hui, de demain. Ensuite, si l'on parle des matières premières en général, on a plus de 50% des productions globales de matières premières qui est concentrée dans les BRICS, donc vous avez vraiment tous les éléments qui font des BRICS un pôle économique absolument central et de premier plan aujourd'hui. Alors, à l'origine, les BRICS, c'était vraiment un forum économique qui visait simplement à faciliter les partenariats entre des pays qui partageaient des intérêts en commun,
et qui se situait en fait dans une logique de développement qui se ressemblait, avec des forts taux de croissance et des besoins de développement dans un certain nombre de domaines, notamment les grandes infrastructures, notamment pour l'Inde, pour la Chine, moins pour la Russie, parce qu'elle disposait déjà de toutes les infrastructures nécessaires, mais qui se retrouvait néanmoins dans le fait de vouloir diversifier leur économie, pour le cas de la Russie par rapport à l'Inde, la Chine ou au Brésil. Pour ce qui est de l'organisation de la coopération de Shanghai, alors l'OCS a une philosophie un peu différente, dans le sens où, à l'origine, le premier but, l'objectif premier de l'OCS était plutôt centré sur des questions de sécurité et a été créé en fait dans le cadre d'une réponse à apporter dans l'espace eurasiatique et plus spécifiquement l'espace Asie centrale au développement du terrorisme et un certain nombre d'organisations terroristes djihadistes qui commençaient à se développer, en particulier depuis ce qu'on appelle la vallée de la Fergana, qui était vraiment un haut lieu du développement du djihadisme. Et vous avez l'Afghanistan également. Et lors de la création de l'organisation de la coopération de Shanghai, qui a été monitorée par la Chine et par la Russie de façon concomitante, l'objectif était d'assurer à la fois une coopération sécuritaire tout en apportant une réponse économique qui allait en fait dans cet objectif et dans ce centre, et qui était centrée surtout sur l'espace de l'Asie centrale et plus globalement de ce qu'on appelle l'Eurasie. Alors que les BRICS s'inscrivaient déjà dans une lecture géographique différente, beaucoup plus large, puisque vous avez le Brésil en Amérique du Sud, et puis qui s'est élargie à d'autres territoires, notamment le Moyen-Orient, avec l'intégration de l'Iran, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Et puis l'Afrique également avec l'Éthiopie. Donc on est quand même dans deux échelles géographiques ou deux échelles de territoire qui sont différentes. Et les missions aussi sont différentes parce que les BRICS ne traitent pas directement de questions sécuritaires, alors que l'OCS a une dimension sécuritaire. On a même pu voir de quelle façon les choses se sont même comment dirais-je, pratiquées lorsqu'il s'est déroulé il y a quelques années la crise au Kazakhstan, où il y a eu une collaboration avec la Russie, une intervention de l'armée russe, ou lorsque la Chine apporte un soutien sécuritaire dans un certain nombre de pays d'Asie centrale pour régler certaines crises frontalières. Aujourd'hui, on peut comptabiliser une vingtaine de pays souhaitant rejoindre l'organisation des BRICS. Si on regarde l'identité de ces pays, on peut dire qu'au départ, on avait un certain nombre de pays qui portaient peut-être une contestation du monde unipolaire américain ou occidental, et qui mettaient en avant une dimension qui était très importante, c'était celle de la multipolarité, à travers notamment la coopération économique. Si on regarde aujourd'hui l'identité, comme je vous le disais, des pays qui souhaitent rejoindre les BRICS ou qui s'en rapprochent, on est totalement dans cette philosophie, c'est-à-dire des pays qui cherchent à diversifier en fait leur partenariat stratégique et qui voudraient profiter aussi de la dynamique économique des BRICS, parce que derrière les BRICS, ce n'est pas simplement un forum économique type G7, c'est aussi la mise en avant de nouvelles institutions financières internationales. Je pense par exemple à la nouvelle banque de développement qui a été créée lors du sommet de Fortaleza au Brésil et dont le siège est à Shanghai, et qui aujourd'hui, en termes de puissance économique et financière, pèse plus que le FMI et la Banque mondiale réunis, en offrant des conditions économiques et politiques beaucoup plus intéressantes. Pourquoi ? Parce que la nouvelle banque de développement des BRICS appuie en fait des projets de développement d'infrastructures, comme le fait par exemple la Banque mondiale, mais contrairement au FMI, par exemple, il n'y a pas un impératif de réforme politique ou d'ingérence dans les affaires politiques, ou même d'ingérence dans la politique économique. Prenez juste le cas du Fonds monétaire international qui a pu abonder à travers des fonds dans des pays qui étaient en crise. Il y avait toujours l'imposition de réformes, de libéralisation des services publics
qui produisait très souvent une crise politique derrière. On peut prendre le cas de l'Argentine, on peut prendre alors le cas le plus évocateur, c'était celui du Mozambique qui avait besoin de fonds, le FMI intervenant, et qui demandait au Mozambique de réduire ses investissements en dépenses sociales alors que le pays venait à peine de sortir de la guerre civile. Les BRICS ont une philosophie différente dans le cadre des relations internationales qui s'intéresse tout particulièrement à la multipolarité et au respect en fait de la souveraineté des États. Et c'est ça qui attire justement les pays qui veulent aujourd'hui rejoindre les BRICS, parce qu'ils ont vu ce que c'était que la politique d'ingérence américaine, ils ont vu ce que c'était la politique d'ingérence culturelle occidentale au sens large, et ils veulent justement développer tout autre chose. Ce qui oppose aujourd'hui les BRICS et les institutions économiques et financières portées par les BRICS par rapport au G7 ou par rapport au monde occidental et aux institutions financières occidentales nées notamment après les fameux accords de Bretton Woods, c'est le fait que le soutien économique, les prêts accordés ne sont pas conditionnés par des impératifs politiques. C'est-à-dire que les BRICS s'inscrivent dans une logique de non-ingérence et s'inscrivent en fait dans la logique qui est celle de la charte de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire du respect de souveraineté des États. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par les États qui ont rejoint les BRICS et par ceux qui candidatent justement à l'organisation des BRICS. Ça, c'est un élément, c'est un élément clé, un élément fondamental expliquant la réussite et l'attractivité des BRICS aujourd'hui. Donc les BRICS sont tout particulièrement attractifs aujourd'hui pour les pays notamment du Sud global, qu'ils ne portent pas justement cette question de l'ingérence politique, de l'ingérence sécuritaire, mais aussi un autre élément qui est très important à prendre en considération, c'est l'ingérence culturelle, une forme d'impérialisme culturel que les pays du Sud aujourd'hui, que les sociétés du Sud global ne supportent absolument plus. Je peux vous prendre comme exemple, à titre illustratif, il y a 2 ans, il y a eu une crise diplomatique sérieuse entre la France et le Cameroun. Cette crise, elle a porté sur le fait qu'en France, il existe un ambassadeur dédié aux droits des minorités dites LGBT. Et il y avait un ambassadeur donc, qui devait participer à une conférence au Cameroun pour mettre en avant, sous une forme de nouvelle forme d'évangélisme ou d'évangélisation, entre guillemets, d'une certaine catégorie de valeurs ou d'idées. Et ça a été à l'origine d'une crise politique très sérieuse entre le Cameroun et la France. Non pas que le leadership camerounais ait refusé la participation de cet ambassadeur, mais la société civile camerounaise s'était mobilisée très fortement, on a eu des manifestations importantes, et au final, le diplomate français en question n'a pas eu de visa pour pouvoir se rendre au Cameroun, et la conférence qui était censée être organisée ne l'a pas été. Cet élément est très illustratif du rejet des pays du Sud de cette espèce d'impérialisme culturel qui remet en plus en cause les valeurs anthropologiques fondamentales de ces nations, de ces pays, qui aujourd'hui sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient accepter de la part justement des pays du Nord et des pays occidentaux. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple cité, dans la relation entre la France et le Cameroun, hein, c'est qu'on est dans une relation de grande proximité entre les régimes français et les régimes camerounais, mais d'un certain point de vue, on peut dire que du point de vue de l'analyse diplomatique de la relation de la France avec le Cameroun, et plus globalement des pays africains, il n'y a pas eu de prise en considération de la sensibilité culturelle de ces pays. C'est-à-dire que si on avait des équipes diplomatiques réellement compétentes sur ces questions, jamais ne leur serait venue l'idée de proposer une action diplomatique de ce genre dans un pays africain, sachant les conséquences très négatives qu'il pouvait y avoir en termes d'image pour la France. J'irai même plus loin. Dans certains pays, je pense que personne n'aurait eu l'idée d'envoyer un ambassadeur LGBT en Arabie Saoudite, parce qu'il y a une prise en considération de la puissance financière saoudienne, et donc on ne se serait pas permis ce genre de choses. Mais cet incident en dit long sur la façon en fait, dont les pays du Nord, les pays occidentaux, continuent de traiter ce qu'on a appelé les anciennes colonies.
Alors, un certain nombre de critères ont été mis en avant lors du dernier sommet des BRICS l'an dernier, et il avait justement été question de mettre en avant le fait que puissent être membres des BRICS des pays qui présentent en fait une certaine dynamique économique, un système financier qui soit mature et du point de vue politique, un ancrage dans une vision du monde prônant un esprit de multipolarité, de respect de souveraineté en fait globalement des États. Donc en gros, tout pays remplissant ces conditions pourrait être candidat à l'entrée de l'organisation des BRICS. Donc de fait, cela éliminerait par exemple des pays qui seraient membres de l'OTAN et qui pour autant voudraient rejoindre les BRICS. Donc ça conditionnerait le fait peut-être de sortir d'abord de l'OTAN avant de pouvoir rejoindre l'organisation des BRICS. Mais pour autant, on a eu aussi des États qui répondaient à toutes les conditions. Je pense en particulier à deux États, l'Indonésie par exemple, l'Algérie également, mais qui ne sont pas encore entrés dans les BRICS, peut-être lors du prochain sommet. Mais voilà, il y a peut-être des discussions aussi d'équilibre géopolitique. Il m'a semblé qu'à un moment donné, la puissance économique de l'Indonésie a peut-être gêné un petit peu la Chine et l'Inde à la fois, qui voulaient garder une prééminence sur l'Asie. Dans le cas de l'Algérie, c'était plutôt les relations moyennes avec l'Inde, et notamment comment dirais-je, un espèce de litige économique lié à la société ArcelorMittal qui était présente en Algérie et que le gouvernement algérien avait fait partir dans des conditions un petit peu délicates qui sont peut-être à l'origine du fait que l'Algérie ne soit pas entrée encore aujourd'hui. Donc les critères en tout cas sont de diverses natures. Alors, il est vrai que lorsqu'on regarde les BRICS, les États qui en font partie n'ont pas le même impact en termes de puissance stratégique. On a évidemment la première puissance économique mondiale qui est la Chine. On a la première puissance militaire nucléaire mondiale avec la Russie. On a la première puissance démographique du monde avec l'Inde, et on a à travers le Moyen-Orient, à travers l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, un gros pôle de puissance énergétique grâce à leurs réserves de pétrole et de gaz. Puis vous avez aussi un pays qui compte, le Brésil, en Amérique du Sud, la première puissance économique d'Amérique du Sud, qui a une influence réelle sur l'ensemble du continent. Et puis vous avez le cas de l'Éthiopie, qui peut représenter un petit peu le petit poussin, mais qui s'inscrit aussi dans une logique de développement économique actuellement qui est quand même relativement important. J'oubliais également l'Égypte, mais l'Égypte a aussi un point fort, c'est le siège de la Ligue arabe, c'est aussi le premier pays arabe du point de vue démographique, le pays arabe le plus peuplé, puis vous avez aussi le passage du canal de Suez, la mer Rouge, donc il y a quand même des éléments à prendre en considération, et puis c'est un pays aussi de 110 millions d'habitants. Donc c'est vrai qu'on a des pays de puissance différentes, mais ce qui est intéressant dans les BRICS, c'est de voir qu'au-delà de ces divergences d'un point de vue de l'importance, on a quand même une gouvernance qui est relativement équilibrée, puisque vous avez des sommets qui sont organisés chaque année dans un pays différent, et on n'a pas encore d'institutionnalisation administrative. On n'a pas à proprement parler d'un siège des BRICS. Peut-être que ça viendra avec l'avenir, mais il semblerait qu'il y ait l'intention, en fait, parmi les pays des BRICS, de garder, en fait, cette nature un petit peu informelle de l'organisation des BRICS, notamment pour se prémunir de ce qui s'est passé au sein des instances de l'ONU ou au sein des instances de l'Union européenne, où on a pu se retrouver avec d'énormes instances administratives, avec des dizaines de milliers de fonctionnaires, et en fait une infiltration par certains pays et certains services de pays qui ont rendu, comment dirais-je, j'allais dire peut-être impossible la bonne marche de ces institutions dans la défense des intérêts premiers, qui sont par exemple pour l'ONU l'organisation de la paix, le fait d'assurer un système de sécurité collectif qui soit accepté par l'ensemble des pays de la planète, ou pour l'Union européenne de défendre tout simplement les intérêts de l'Union européenne. Et
ça, c'est une véritable problématique. Et peut-être derrière le fait que les BRICS ne souhaitent pas forcément développer une institutionnalisation administrative de l'organisation, on a peut-être une explication à chercher de ce côté-là. Alors, il est vrai que si on fait un comparatif entre le G7 et les BRICS, on peut partir sur, j'allais dire, l'analyse mainstream, ce qu'on a dans les médias mainstream. On va vous dire que le G7 aujourd'hui est encore le premier pôle économique mondial et que les BRICS représenteraient un peu moins de l'équivalent du G7. Mais si on raisonne en termes de parité de pouvoir d'achat, il est très clair qu'aujourd'hui, les BRICS représentent économiquement déjà beaucoup plus que le G7. Alors, on est quand même dans le cadre d'un système de commerce international ouvert où les pays du G7, comme ceux des BRICS, entretiennent des relations commerciales particulièrement poussées. Énormément de pays du G7 ont pour premier partenaire commercial la Chine ou en deuxième position la Chine. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une logique, vous savez, comme à l'époque de la guerre froide, vous aviez deux blocs quasi hermétiques qui n'échangeaient pas entre eux, même si des échanges existaient, notamment sur les matières premières, sur le pétrole et d'autres éléments, mais on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On est aujourd'hui dans une configuration d'économie ouverte, globalisée, interdépendantes, et les BRICS et le G7, même si aujourd'hui on les inscrit dans des logiques qui sont des logiques de rivalité et d'opposition, ne sont pas dans une logique de fermeture telle que l'on a connue dans le passé. Par contre, ceux auxquels nous assistons progressivement, ce sont des tentations certainement protectionnistes ou des tentations de guerre économique, en fait, à travers les mesures qui ont été prises, en particulier contre l'économie chinoise. Je ne parle pas des sanctions absolument phénoménales prises contre la Russie en marge de la guerre en Ukraine, bien que ça a commencé depuis même avant 2014. Mais globalement, on est encore dans des logiques d'économie globalisée. Par contre, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'est que le fait que les pays occidentaux aient beaucoup trop abusé, notamment, vous savez, de ce système de sanctions, des guerres intempestives nulle part et partout, le système de l'extraterritorialité juridique du droit américain qui fait que vous pouvez être sanctionné parce que vous utilisez du dollar, amène de plus en plus, notamment les économies du Sud global, à vouloir commercer avec les pays des membres du BRICS prioritairement. Et c'est ce qui nous amène à penser peut-être qu'à l'avenir, on va avoir peut-être le développement de deux systèmes économiques qui seront toujours indépendants, mais qui vont rechercher à s'autonomiser sur certains aspects de plus en plus. On peut prendre l'exemple du système SWIFT, le système de paiement international, interbancaire international, qui aujourd'hui, depuis notamment les sanctions qui ont été prises contre la Russie, se trouve à être concurrencé par l'émergence, depuis quelque temps, d'un système alternatif porté par les pays du BRICS et qui va nous amener à un certain moment à une concurrence directe entre ces deux systèmes, c'est-à-dire un système SWIFT qui va s'appliquer partout dans le monde sauf les pays sanctionnés et un système alternatif qui va s'appliquer dans tous les pays du monde sauf peut-être les pays occidentaux. Et on se dirige vers ce modèle, je crois, à terme. Alors aujourd'hui, on assiste à un processus lent, mais qui s'accélère, de dédollarisation. Il faut garder qu'à l'échelle du monde, quasiment 60% des échanges commerciaux internationaux sont libellés en dollars, mais que chaque année, cette part, elle se réduit de plus en plus. L'euro, à un moment donné, a
avait constitué en fait un concurrent sérieux au dollar. Malheureusement, l'Union européenne, l'Europe n'a pas su prendre ses responsabilités et étonnamment, alors qu'elle avait toutes les qualités et toutes les caractéristiques pour pouvoir prendre cette place, l'Europe a choisi de laisser sa place plutôt dans la continuation du système dollar. Et aujourd'hui, on considère qu'environ 10% des échanges internationaux se font dans une monnaie hors monnaie occidentale, c'est-à-dire hors dollar, hors euro, et c'est une proportion qui va devenir de plus en plus importante. Si vous prenez le yuan, la monnaie chinoise, aujourd'hui elle représente 4 à 5% des échanges commerciaux internationaux. Vous allez me dire oui, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup, sauf que aujourd'hui le yuan a commencé à être libellé dans des transactions commerciales impliquant notamment les hydrocarbures. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vend son pétrole en yuan, la Russie vend son pétrole et son gaz en yuan, et donc ce qui nous amène à penser à terme que la monnaie chinoise, la devise chinoise, va gagner en importance, d'autant plus qu'aujourd'hui vous avez un bon nombre de pays africains qui constituent des réserves monétaires, certes modestes, dans lesquelles elles intègrent le yuan chinois. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Et sur le long terme, il est clair que le phénomène de dédollarisation va de plus en plus devenir une réalité. Certains disent ou mettent en avant le fait qu'aujourd'hui, le phénomène, le processus de dédollarisation, la volonté des nations du Sud global de rejoindre les BRICS ou de constituer une forme de bloc d'opposition au monde occidental, aux pays occidentaux, les amènerait à devoir subir, entre guillemets, des mesures de rétorsion, voire des guerres ou des déstabilisations. Alors oui, on peut aller sur ce terrain-là, sauf que je pense qu'il faudrait regarder les choses différemment. C'est qu'en réalité, la montée en puissance des BRICS, l'émergence de ce qu'on appelle, du point de vue géopolitique, le Sud global, la volonté de dédollarisation était en réalité la conséquence directe de ces politiques agressives d'un certain nombre de pays occidentaux qui ont instrumentalisé dans tel ou tel pays telle opposition pour faire tomber tel régime ou le déstabiliser, les mesures économiques coercitives. Prenez l'exemple de Cuba, sanctionné depuis 1962. Vous imaginez un petit peu le système de sanctions depuis 1962, avec embargo sur énormément de choses. Les mesures dites d'extraterritorialité qui ont ruiné à un certain moment l'économie iranienne, même si aujourd'hui l'Iran s'est reprise, a énormément investi dans un certain nombre de domaines, et notamment les technologies les plus pointues, bien tout cela est plutôt la cause de la montée en puissance des BRICS et la volonté du Sud global justement de se détacher de plus en plus de l'influence occidentale. Très honnêtement, je ne vois pas les BRICS se constituer en alliance militaire à terme, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a des États qui, dans le cadre de leurs relations, et dans un cadre géopolitique plus global, en fait, sont des concurrents directs, à la limite même de se trouver en situation d'affrontement. Je prends l'exemple de la Chine et de l'Inde, qui ont des différends frontaliers très importants et qui s'inscrivent dans une concurrence géopolitique très puissante. Il faut regarder que l'Inde a particulièrement peur de la puissance économique et militaire chinoise et n'entretient pas de bonnes relations politiques, je dis bien politiques et sécuritaires, avec la Chine. Pour autant, les relations économiques sont des relations économiques très poussées et très importantes, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est la réalité. Vous avez aussi, par exemple, au sein des BRICS, deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran,
qui ont amélioré considérablement leur niveau de relations, mais qui s'inscrivent encore dans une logique de défiance. Et il est peu probable que l'on puisse assister à une collaboration sur le plan sécuritaire et militaire entre les deux pays, en tout cas pas dans les 10 années qui viennent. Donc je ne crois vraiment pas que l'on puisse assister au sein des BRICS à l'émergence d'une alliance militaire. Par contre, moi, ce que je vois en gros, c'est que les BRICS, à terme, puissent proposer ce qui serait une espèce de contre-ONU ou d'une nouvelle organisation des Nations Unies qui puisse devenir en fait vraiment le forum principal du règlement des conflits mondiaux. Je prends pour exemple ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Vous savez qu'il s'est déroulé il y a quelques mois une conférence de la paix en Suisse à Bürgenstock, je ne sais pas si je prononce correctement, sans la présence de la Russie, ce qui pose quand même certaines interrogations. Il était prévu une seconde conférence. Cette seconde conférence n'aura pas lieu, et l'on apprend de la bouche même de la diplomatie ukrainienne que cette seconde conférence aura lieu dans un pays du Sud global. On pense à l'Inde. Moi, j'aurais plutôt parié sur le Moyen-Orient, mais il semblerait que cette seconde conférence de la paix ait lieu en Inde. Donc cela voudrait dire qu'un conflit européen majeur opposant deux pays très importants en Europe, l'Ukraine et la Russie, eh bien, voit le règlement du conflit se dérouler éventuellement en Asie, en Inde, c'est-à-dire dans le sud global, au sein des pays du BRICS. Et je crois que cela, symboliquement, est porteur de beaucoup de messages. Alors, aujourd'hui, il est certain que pour beaucoup d'analystes américains, occidentaux, qui sont dans une logique qui est très ethnocentrée des relations internationales et dans une volonté de toute puissance continue, ce que Pascal Boniface avait qualifié de monopole de la puissance. C'est-à-dire que le monde occidental, les États-Unis tout particulièrement, se sont projetés dans les relations internationales dans un paradigme qui était celui d'assurer un monopole de puissance sur tout le reste du monde. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer très très vite, mais au-delà même du changement, on comprend qu'il y avait un biais dans la représentativité des rapports de puissance. C'est-à-dire que le scénario qui serait celui de dire que si les BRICS deviennent centraux et trop importants, eh bien amènerait l'Occident, les États-Unis à intervenir militairement, moi je répondrais que ni les États-Unis ni l'Occident global n'en a les moyens. Militairement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les BRICS sont plus puissants que l'ensemble occidental. Et je ne parle pas simplement du nombre de soldats et de la démographie. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous amène une nouvelle réflexion sur l'importance de la démographie dans les conflits. L'Occident n'a pas les moyens d'intervenir avec des centaines de milliers, voire des millions de soldats sur un théâtre de guerre extérieur. Là, c'est une première chose. Mais du point de vue technologique, les États-Unis se sont longtemps mis en avant grâce à l'idée d'une supériorité technologique absolue qui imposerait une victoire sur n'importe quel autre ennemi. Beaucoup de ces éléments relevaient en réalité du fantasme. Vous regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, le départ précipité des Américains d'Afghanistan face à des groupes armés, même pas une armée en tant que telle, dans le pays censé être le pays le plus pauvre du monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où après plus d'un an de bombardements et de combats, l'armée israélienne, disposant de toute la technologie américaine la plus avancée, n'a pas réussi à vaincre des groupes qui représentent des milices armées, rébellions, partisans, qui se sont adaptés à leurs adversaires. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a perdu, écoutez bien ce que je vais vous dire, environ la moitié de ses chars face à Gaza. Vous avez la volonté de s'inscrire dans la guerre au Liban,
Israël n'en a pas les moyens non plus, avec toute la technologie américaine. Comment voudriez-vous aujourd'hui que les Américains, l'Occident, puissent s'imposer militairement face à des puissances aussi gigantesques et puissantes que la Chine, l'Inde, la Russie, voire le Brésil? Ce monde-là est terminé, c'est fini. Et je vais même aller plus loin en termes de technologie militaire. Si l'on observe ce qui s'est déroulé en Ukraine, quelles ont été les technologies de rupture dans les combats? On va parler des drones. Qui ont été les innovateurs dans les systèmes, vous savez, de drones suicides ou de nouveaux systèmes de drones? Deux pays, entre guillemets, qui ne sont pas occidentaux. La Turquie, à travers les drones Bayraktar qui ont été livrés aux Ukrainiens, et les Iraniens, avec tous leurs systèmes de drones qui ont inspiré l'industrie militaire russe. Ça ne vient pas des pays du Nord, ça vient de pays qu'on qualifierait de pays du Sud. Et ce changement-là ne concerne pas que les drones, ce sont aussi les autres technologies militaires. Il est certain que la guerre en Ukraine a été un profond révélateur. Les médias occidentaux se sont réveillés tout étonnés de découvrir qu'au lendemain des décisions occidentales de sanctions à l'encontre de la Russie, eh bien, les pays du Sud global, notamment les pays africains, n'ont pas voulu appliquer ces sanctions. Beaucoup d'analystes, d'intellectuels étaient surpris, ne comprenaient pas pourquoi, et n'avaient pas compris qu'en réalité le monde avait changé et que la réalité avait éclaté à leur figure à l'aune de cette guerre en Ukraine, qui n'a fait en réalité que révéler un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, qui est celui de la volonté, notamment des États du Sud global, de s'autonomiser de l'Occident. Et les Occidentaux n'ont pas compris que l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, et notamment la puissance économique chinoise, a permis à ces États, en fait, de pouvoir s'affirmer dans ce qu'ils pensaient des relations internationales. Vous interrogez aujourd'hui n'importe quel chef d'État arabe ou africain en lui disant « Pourquoi vous ne soutenez pas l'Occident dans sa guerre, dans sa croisade, on devrait dire, en Ukraine ?» Ce chef d'État ne va pas vous dire « Je ne soutiens pas l'Ukraine parce que je n'aime pas les Ukrainiens, je ne soutiens pas l'Ukraine parce que j'aime les Russes. » Il ne vous dira pas ça. Il vous dira tout simplement « Selon les données de l'Organisation des Nations Unies, nous avons aujourd'hui une quarantaine de conflits internationaux qui déchirent le monde. Pourquoi un conflit doit être plus important que tous les autres sur la planète? Parce que ce sont des Blancs? Parce que ce sont des Européens? Cette réflexion, elle est entendue partout dans les pays du Sud, elle est insupportable. Elle est insupportable parce qu'en même temps que vous avez une guerre en Ukraine, vous avez une guerre au Congo démocratique qui comptabilise jusqu'à aujourd'hui en 10 ans entre 6 et 8 millions de morts, dans l'indifférence la plus absolue. Vous n'avez ni sanctions, ni intervention, ni débat mondial, ni concert de solidarité. Et ça, c'est problématique, parce que ça amène à un message qui est celui de dire que la vie, entre guillemets, vous me pardonnez l'expression, d'un blanc, elle est beaucoup plus importante que la vie d'un brun, d'un noir ou de quelqu'un d'une autre contrée. Et c'est ça qui se déroule aujourd'hui. Ce deux poids, deux mesures qui est devenu absolument insupportable. Et la guerre en Ukraine a fait basculer la donne. Et en particulier, le fait d'avoir exclu la Russie, entre guillemets, de la grande famille européenne à travers toutes ces sanctions, eh bien, ont été l'élément qui a permis la bascule de l'équilibre. Parce que vous poussez la Russie, entre guillemets, dans le camp de la Chine et dans le camp du Sud global. Vous avez vu la taille de la Russie. Vous savez que la Russie est membre du Conseil de sécurité. Vous savez que la Russie est la première puissance militaire mondiale et tout particulièrement première puissance militaire nucléaire mondiale. Vous savez que la Russie a quand même une économie importante. Ce sont les premières ressources énergétiques mondiales si on ajoute aux hydrocarbures le nucléaire. Donc on est quand même dans un défaut de calcul qui est patent et qui laisse quand même assez interrogateur.
Alors, le fait que la Palestine ait demandé l'adhésion à l'organisation des BRICS est révélatrice de beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous disais qu'à terme, les BRICS pourraient devenir une espèce de compte-ONU. Si on revient à l'histoire des Nations Unies, et notamment l'histoire de l'Assemblée générale de l'ONU, il faut se rappeler que dans les années 70, eh bien, la majorité des États de l'Assemblée générale de l'ONU ont fait entrer la Palestine en tant que membre observateur au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, et depuis, la Palestine a un siège au sein de l'ONU. On peut imaginer que cette démarche portée par la Palestine ne soit pas une démarche qui soit simplement issue d'un travail de communication des Palestiniens dans leur œuvre ou dans leur lutte de libération nationale, qu'elle ait peut-être été soufflée par les Chinois, parce qu'il y a eu énormément de rencontres intégrant en fait la partie palestinienne et notamment le mouvement du Hamas à Pékin, et que peut-être ce soit les Chinois qui aient proposé aux Palestiniens de faire cette proposition. Et dans ce cadre-là, on peut peut-être imaginer qu'il y aurait un consensus pour intégrer à titre symbolique la Palestine, peut-être en tant que forme de membre observateur ou de membre symbolique. Et là, on aurait quand même quelque chose qui ressemblerait à une sorte de tremblement de terre dans les relations internationales, puisque si on regarde ce qui se passe à Gaza, on voit comment l'ensemble des pays occidentaux, dans leur presque exclusivité, à quelques exceptions, des exceptions comme l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, bien l'ensemble des pays occidentaux soutiennent totalement aujourd'hui un pays qui est en train de commettre un génocide à Gaza. Chose qui est absolument incroyable et qui renforce encore le fossé entre les pays occidentaux et les pays du Sud global. De dire, mais comment est-ce que c'est possible? On soutient un pays qui est en train de commettre un génocide aujourd'hui, et de l'autre côté, on va condamner d'autres pays parce qu'ils ont engagé des conflits sur un autre terrain, alors que ces pays ne font même pas 1% en termes d'exaction de ce que fait Israël, le plus impunément qui soit. Alors si on doit parler des perspectives des BRICS, ma vision, c'est qu'aujourd'hui les BRICS constituent clairement le premier pôle économique mondial, de façon incontestable, et rassemblent quasiment la moitié de la planète en termes de démographie. Donc ça veut dire que déjà le centre de gravité géoéconomique du monde, il est en train de basculer vers l'Asie. Et il est déjà en Asie. Simplement, c'est que très souvent, la réalité des faits, elle précède de beaucoup la compréhension de ce qui est en train de se dérouler, notamment en Occident, où il y a une sorte de déni, où on cherche à se prouver que le monde n'a pas encore changé, ou que le monde va changer beaucoup plus lentement que l'on imagine, ou bien que l'on sera en capacité de manipuler certains acteurs pour faire en sorte que ce mouvement ne puisse pas prospérer. Vous savez, c'est comme le phénomène de décolonisation. Quand la décolonisation a commencé, les luttes de libération nationale ont commencé, chez beaucoup d'intellectuels du Nord, ou surtout les gouvernants plutôt que les intellectuels, parce qu'en réalité, beaucoup d'intellectuels, si on prend le cas par exemple de la France, on peut parler de Sartre par exemple, qui a appuyé assez fortement la lutte de libération nationale en Algérie, donc il y avait quand même une certaine intelligence, une certaine compréhension des choses. Plutôt les dirigeants, donc je dirais, ont eu du mal à comprendre que le monde avait changé et que le processus de décolonisation était de toute façon inéluctable. Et un certain nombre de pays se sont arc-boutés jusqu'à leur propre faillite économique. Je pense en particulier au Portugal, qui a mené une guerre absolument cruelle et dévastatrice au Mozambique et en Angola. Il a fallu attendre jusqu'à 73-74 pour que ces pays arrivent à l'indépendance, alors que le mouvement était inéluctable. C'est pareil aujourd'hui. La montée en puissance des BRICS, elle est inéluctable. La montée en puissance, l'émergence des nations du Sud global dans le champ géopolitique est inéluctable. Et il dispose de tous les éléments. Il dispose de la puissance économique, il dispose des ressources énergétiques, il dispose des infrastructures, il dispose de l'intelligence. L'infrastructure intellectuelle, elle existe, elle est extrêmement puissante. Aujourd'hui, des pays comme la Chine forment 10 fois plus, voire 20 fois plus d'ingénieurs de haut niveau, de scientifiques que les États-Unis. Un pays comme la Russie, qui est démographiquement 2 fois moins important que les États-Unis, forme chaque année 2 à 3 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. Ce chiffre-là parle de lui-même parce qu'on a une idée
de ce que va être l'économie demain. Et ça résume assez bien les choses. Ensuite, du point de vue financier, aujourd'hui, les BRICS n'ont plus besoin de l'Occident. Pourquoi ils n'ont plus besoin de l'Occident? Parce qu'ils ont les matières premières, ils ont le système de paiement interbancaire qu'ils sont en train de créer, alternatif au SWIFT, et donc c'est plutôt le contraire qu'il faudrait interroger. C'est quel va être l'avenir de l'Occident? Est-ce que l'Occident, et tout particulièrement l'Europe, vont réussir à s'intégrer à la marche du monde, et notamment la centralité des BRICS et de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, ou bien s'auto-isoler et au final sortir de l'histoire? C'est ça la véritable question. Moi, je pense qu'au sein de ce qu'on appelle l'Occident, il y a des pays qui vont très clairement tirer leur carte du jeu. Je pense aux États-Unis, parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est un continent. Donc, ils peuvent vivre comme ils l'ont été assez longtemps, pendant plusieurs siècles, de façon isolée, avec une démographie forte, importante, des matières premières importantes, des ressources agricoles importantes, une attractivité très forte, un niveau d'intelligence, alors je parle des universités, des centres de recherche les plus prestigieux, absolument incontestable, une créativité technologique, et puis cette capacité d'investir qui est propre aux États-Unis. Moi, je pense que les États-Unis n'auront aucun problème. Par contre, la grande victime géopolitique et géoéconomique, c'est l'Europe, qui, dans ce jeu, d'avoir voulu faire le jeu justement des États-Unis, va contribuer à sa propre faillite économique, mais également morale. On le voit déjà en Allemagne, on voit comment l'industrie allemande est en train aujourd'hui de s'effondrer. L'Allemagne ayant contribué à son propre sabotage économique, si on parle de ce qui s'est passé avec Nord Stream, qui pose quand même des interrogations sur les capacités de souveraineté d'une nation comme l'Allemagne. Et l'Allemagne, ce n'est pas n'importe qui. L'Allemagne, c'est le moteur et la locomotive de l'Europe, la locomotive de l'Union européenne. Donc moi, j'aurais une vision plutôt très négative par rapport à l'avenir de l'Europe. Et pour les États-Unis, vous savez, les États-Unis, c'est un continent. Les États-Unis, leur problème, il est plus interne. C'est plutôt le risque de guerre civile qui est sérieux dans les années à venir. Mais en tout cas, si les États-Unis arrivent à échapper à une forme de guerre civile, ils maintiendront leur place de premier plan à l'échelle mondiale, surtout avec leur puissance culturelle, leur cinéma, tout ce qui va avec, sans pour autant qu'ils continuent à être la première puissance économique ou militaire mondiale, parce qu'ils vont être supplantés de toute façon par la Chine, mais en tout cas, ils garderont une place de premier plan à l'échelle géopolitique mondiale. L'Europe n'a pas d'autre solution que celle d'effectuer un grand aggiornamento intellectuel, c'est-à-dire d'être en capacité d'accepter la multipolarité du monde et de s'inscrire dans ce qui a été, par exemple, la doctrine, pendant des années, du gaullisme du général de Gaulle en France. C'est ce chemin-là que doit prendre l'Europe. On l'a entreaperçu à un moment donné à travers ce qui a été, à l'époque de Chirac, l'axe Paris-Berlin-Moscou, qui aurait permis à l'Europe de se centrer comme premier pôle du monde pendant encore 50 ans. L'Europe n'a pas choisi ce chemin. Aujourd'hui, elle est dos au mur, elle n'a pas de matières premières, elle a des ressources énergétiques extrêmement limitées, elle a un niveau d'endettement record, elle aura le choix, pour moi, entre se suicider ou d'accepter la marche du monde. Non, moi je suis très pessimiste pour l'Europe. Moi je pense qu'il y a des pays qui l'ont compris, un pays comme la Hongrie. Orban a très bien compris que l'Europe allait droit dans le mur et il est en train de justement de s'orienter vers une dimension plus multipolaire. L'Italie, sur certains aspects, l'a compris, dans sa politique africaine, dans sa politique avec l'Algérie, dans sa politique au Moyen-Orient. L'Italie a très clairement compris que l'avenir de l'Italie, c'était de s'autonomiser vis-à-vis de l'Union européenne. Par contre, vis-à-vis de la Russie, c'est une catastrophe. Mais l'Italie a commencé à le comprendre. Par contre, la France est en train d'aller droit dans le mur. Après, les pays européens ont des atouts. Quand on a déjà toutes les infrastructures, quand on a le prestige, quand on est une destination touristique, on a des atouts. Mais l'Europe ne va pas dans la bonne direction. Donc, comment dire quelque chose de positif sur l'Europe? Je réfléchis. Ou alors, il faut changer sa politique.
l'Europe doit être capable aujourd'hui de prendre ses responsabilités, faute de quoi elle n'arrivera pas à se relever. C'est-à-dire qu'on est passé du mur de Berlin, la fracture de l'Europe, maintenant au mur de l'Ukraine, c'est-à-dire une nouvelle fracture. Si l'Europe ne parvient pas à dépasser cette fracture, elle se condamne, alors que l'Europe, elle a encore beaucoup d'atouts.